Donc, bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire sur la plantation des haies. Donc, petit rappel, on est là dans le cadre du mois de la biodiversité qui a lieu du 15 mai au 15 juin. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est un peu vous présenter les intérêts des haies avec les objectifs, la typologie, comment concevoir une haie, quels sont les aspects réglementaires et aussi quels sont les accompagnements proposés par la Chambre, notamment dans le cadre du plan de relance. Donc, lors de cette présentation, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, donc n'hésitez pas à nous recontacter par la suite si vous avez des questions. Moi, je suis Élodie Égara, je suis conseillère en agronomie et en grande culture, notamment en agriculture biologique, et je suis aussi conseillère biodiversité. Juste après, il y a ma collègue Lucie Tallier qui interviendra, qui est conseillère spécialisée forêt et biomasse. Donc, vous avez nos numéros de téléphone et nos adresses mail. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Donc, on va commencer par la définition d'une haie. Donc, très simplement, la haie, c'est un alignement d'arbres et ou d'arbustes pour délimiter une parcelle, un chemin ou une propriété. La haie a une définition dans la PAC qui est une unité linéaire de végétation ligneuse. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans tous les cas, l'exploitant a l'obligation de déclarer les haies. Vous avez la possibilité d'enregistrer vos haies lors de la PAC et qu'elles contribuent à l'atteinte du taux de 5% de SIE notamment. Donc, quels sont les avantages de la haie? Donc, la haie, elle va permettre de remplir plusieurs fonctions. Il y a différents services qui peuvent être rendus par cette haie si sa constitution est bien adaptée aux objectifs qu'on veut lui attribuer. Qu'est-ce que j'entends par constitution? C'est tout ce qui est choix des essences, dimension, emplacement. Parmi ces services, donc là j'en ai énuméré quelques-uns, mais bien sûr il y en a d'autres. Parmi ceux-ci, il y a la production d'ombre, mais aussi il y a tout ce qui est composition du paysage. La haie va avoir une fonction de brise-vue ou encore de brise-vent. Elle va aussi permettre de séparer et délimiter des parcelles. Elle va aussi permettre de limiter l'érosion et de ralentir les écoulements. Elle a un rôle en tant que puits de carbone. Et chose qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est qu'elle va favoriser la biodiversité. Pour revenir sur certains de ces services, notamment l'érosion, il y a une haie, elle va venir empêcher l'eau d'atteindre un volume et une vitesse de ruissellement qui va être capable d'entraîner la terre arable, donc d'arracher des particules de sol hors d'une parcelle et d'éroder le sol dans de zones qui sont particulièrement sensibles. Autre service rendu par la haie, donc tout ce qui est stockage de carbone. Selon l'INRA de Rennes, le sol il va être en moyenne 3 fois plus profond au pied d'une haie. Donc la haie, elle va participer à la séquestration du carbone atmosphérique au sein des végétaux qui la composent et surtout au niveau du sol. On a aussi la litière au pied d'une haie qui s'accumule et qui permet de stocker 3 fois plus de carbone et donc de matière organique dans le sol par rapport à une zone sans haie. Petit chiffre sur l'impact stockage de carbone, 1 km de haie, c'est 3 à 5 tonnes de carbone qui sont stockées. Autre question qu'on se pose souvent aussi, c'est quel va être l'impact de ma haie sur la production, sur le rendement de mes cultures. Donc, il y a plusieurs études qui ont essayé un peu de chiffrer cet impact sur le rendement et elles montrent une augmentation des rendements grâce à une haie, c'est de 5 à 30% de plus pour des grandes cultures type céréales. On est d'accord, ces chiffres, ils dépendent fortement de la culture, de votre sol, du climat et forcément du type de haie que vous avez mis en place. Il faut bien noter qu'au final, sur les premiers mètres proches de la haie, on peut observer une baisse des rendements. Mais au-delà, jusqu'à 10 à 20 fois la hauteur de la haie, on a des études qui montrent une augmentation des rendements. Donc au final, si on fait le bilan, on a bien un bilan positif sur le rendement.
Donc ça, c'est côté grande culture. Si on prend en compte cette fois-ci les productions en élevage, on a des études qui observent une hausse des rendements, notamment grâce à la protection de l'ombre qui est produite. Autre effet, l'effet brise-vent d'une haie. Donc la haie, elle va venir freiner la vitesse du vent de 30 à 50% sur une distance de plus de 10 fois la hauteur de la haie. La haie, elle va venir contribuer à limiter les effets des intempéries. Donc là, on a parlé du vent, mais il y a aussi tout ce qui est pluie, froid, tout ce qui est gel et neige. C'est aussi en particulier tout ce qui est phénomène de verse et d'évapotranspiration des cultures que la haie va venir limiter. Sur des zones à côté de haies, on parle jusqu'à moins 20 à moins 30% d'évaporation. Dernier service dont je vais développer un peu plus, c'est l'effet des haies sur la biodiversité, avec une préservation et une restauration de la biodiversité, que ce soit de la faune ou de la flore. Avant d'aller un peu plus loin, à quoi pensons-nous lorsqu'on parle de la biodiversité? Donc, c'est un terme au final qui est assez récent et on voit bien qu'il est de plus en plus utilisé, que ce soit dans le domaine scientifique, mais aussi politique et sociétal. Et souvent, on résume la biodiversité au nombre d'espèces sur un territoire donné. Or, la biodiversité, elle est constituée de 3 composantes. Donc, on a bien la composition avec le nombre d'espèces, mais il y a aussi la structure. Donc, au-delà du nombre d'espèces, c'est le nombre d'individus par espèce, donc l'abondance de chacune des espèces. Et dernière composante, c'est le fonctionnement. Plus encore que le nombre d'espèces, c'est les relations entre elles qui va être important. Est-ce que les relations entre les espèces est complexe ou trop simple? Petite définition simple, donc la biodiversité, c'est l'ensemble d'espèces vivantes, donc que ce soit plantes, animaux, champignons, bactéries, virus. Leur variabilité génétique intraspécifique, donc c'est-à-dire la diversité des gènes entre les individus d'une même espèce, et la diversité des écosystèmes qu'elles forment, c'est-à-dire les liens qui unissent les espèces entre elles et à leur milieu. Donc là, je vous ai parlé un peu de biodiversité. Donc, quelle est la relation entre biodiversité et haies? Au final, les haies, ce sont de véritables infrastructures agroécologiques qui vont avoir un rôle très important pour le développement de la biodiversité à côté de parcelles agricoles. Les haies, elles sont des corridors écologiques qui vont être indispensables. Elles vont relier les habitats naturels entre eux, elles vont permettre à des espèces de se rencontrer, d'étendre leur territoire, mais aussi leur zone d'alimentation. En fait, elles vont permettre également le brassage génétique des populations en favorisant la rencontre entre les individus. Pour servir de couloir de déplacement, la haie, elle doit être le plus souvent être continue. Mais pour certaines espèces, elle peut être interrompue sur quelques dizaines de mètres. Une haie qui va être isolée, sans être liée à d'autres éléments boisés ou des milieux naturels, elle n'aura pas forcément, elle n'aura pas autant d'intérêt pour la biodiversité que vous pouviez espérer. Les haies, elles vont être d'autant plus intéressantes qu'elles vont être connectées avec d'autres éléments et si elles se retrouvent dans un maillage qui est dense. Donc, Lucie va y revenir un peu plus après, mais la haie va être formée de différentes strates et une strate va être occupée par une faune et une flore différentes. Par exemple, vous avez la strate herbacée qui va favoriser certains gros animaux comme la perdrix ou les hérissons, mais elle va aussi favoriser certains insectes comme les carabes. Vous avez aussi la strate arborée, elle qui peut être utilisée comme poste de guet pour les rapaces comme les buses ou les faucons, mais aussi qui peut être utilisée par exemple par les chauves-souris qui ont besoin de couloirs pour se déplacer. Donc, si elles n'ont pas de structure fixe, elles n'ont pas la possibilité de se déplacer sur certains espaces. Donc, l'ensemble de ces strates
ça va servir de zone de refuge, d'alimentation et de reproduction pour les mammifères, les oiseaux, les insectes, les batraciens et les reptiles. Et le bois mort dans tout ça, donc souvent on ne pense pas forcément au bois mort alors que c'est un des incontournables de la biodiversité et du bocage, et il est à conserver pour plusieurs raisons. Les arbres morts, ce sont des refuges pour de nombreuses espèces qui viennent pour y nicher, s'y reproduire et s'alimenter. Par exemple, il y a la chouette chevêche ou encore les chauves-souris ou certains mammifères carnassiers qui ont besoin de ce bois mort. En mammifères carnassiers, par exemple, je pense aux hérissons qui consomment de nombreuses limaces. Et en plus de cela, elle va permettre aussi de maintenir la fertilité des sols. Donc là, je vous ai parlé un peu des effets de la haie sur la biodiversité. Cette biodiversité, elle peut être utile aussi pour les cultures. Donc, c'est ce qu'on appelle les auxiliaires pour les cultures. Donc, il y a une très grande diversité d'auxiliaires. Je vous en ai mis 2 ici et je vais un peu plus développer après. Il y a tout ce qui est larves d'insectes qui vont être de véritables prédateurs pour tout ce qui est ravageurs des cultures comme les pucerons. Ces larves d'insectes, elles vont être présentes dans les cultures si les adultes ont de quoi s'alimenter et se multiplier aussi. Donc, avoir une flore avec des floraisons qui sont étalées dans le temps. Autre exemple, il y a tout ce qui est oiseaux qui ont un pic de prédation lors de l'élevage des jeunes. Donc, pour savoir quel va être l'impact des auxiliaires sur la question des ravageurs, savoir est-ce que une zone est favorable aux auxiliaires, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. C'est est-ce que les auxiliaires ont la capacité de se déplacer? Est-ce que les différentes infrastructures agroécologiques où ils sont présents sont connectées entre eux pour permettre leur déplacement? Autre question, c'est est-ce qu'ils ont assez de nourriture? Est-ce que la source alimentaire est suffisante dans le temps? Notamment tout ce qui est nectar, pollen, est-ce que j'en ai régulièrement sur toute espacé dans le temps? Et dernière question, est-ce que le milieu est assez complexe pour les auxiliaires? On en a parlé un peu tout à l'heure sur la complexité des interactions entre espèces. Là, on retrouve bien cet aspect complexe pour les auxiliaires aussi. Les haies vont être un refuge pour la faune auxiliaire, des cultures et les insectes pollinisateurs. Vous avez des espèces qui vont héberger une plus ou moins grande biodiversité. Je vous ai mis un exemple ici. Par exemple, le chêne pédonculé, il va héberger 284 espèces d'insectes contre 149 pour l'aubépine ou 41 pour le frêne. Ce que je vous dis ici, c'est pas de forcément faire que du chêne pédonculé et ne pas faire de l'aubépine ou du frêne, puisque comme je vous l'ai dit, c'est aussi l'interaction entre ces différentes espèces et la complexité du milieu qui fait que vous avez un pool d'auxiliaires intéressant aussi pour les cultures. Chaque espèce, chaque essence va avoir une certaine attractivité. Ici, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, vous avez certaines essences qui sont plus attractives pour les oiseaux, comme le sureau noir, le merisier ou encore l'églantier ou l'aubépine. Vous en avez d'autres qui vont, elles, être plus attractives pour les insectes, comme le chêne, le bouleau, l'aubépine ou le peuplier. D'autres qui vont être attractifs pour les espèces auxiliaires. Par exemple, dans la strate arborescente, vous avez le tilleul, le chêne pédonculé ou encore l'érable champêtre. Et dans la strate arbustive, vous avez tout ce qui est buis, laurier-thym, noisetier, lierre. Vous avez aussi également la ronce qui a un intérêt bien particulier pour favoriser les auxiliaires. Donc, je vous parle d'auxiliaires. Il y a une multitude d'auxiliaires qui sont présents dans une haie. Donc, il y a tout ce qui est carapes, forficules, hyménoptères, les araignées, les coccinelles, les punaises. Vous avez les oiseaux.
les staphylins, les chrysopes et tout ce qui est rapaces, cirques. Voilà une grande multitude d'auxiliaires. Chacun va avoir des des ravageurs qui vont être consommés. Donc, par exemple, pour les insectes prédateurs et parasités, vous avez les carabes qui vont consommer tout ce qui est limaces, taupins, hannetons. Vous avez les chrysopes, où la larve et l'adulte sont fortement consommatrices de pucerons ou d'acariens. Vous avez la coccinelle. Là aussi, pareil, c'est la larve qui est importante à reconnaître puisqu'elle consomme beaucoup de pucerons. Vous avez tout ce qui est guêpes parasites qui vont venir pondre dans les ravageurs, par exemple tout ce qui est pucerons, charançons, altises, cochenilles, chenilles. Tout ce qui est cirfe aussi, là aussi vous avez la larve de cirfe qui consomme pas mal de pucerons. Donc là, c'est tout ce qui est insectes, mais il ne faut pas oublier aussi tous les oiseaux, les reptiles et les mammifères qui ont une place importante en tant qu'auxiliaires pour les cultures. Donc, je vous parlais de chauves-souris qui consomment les papillons, les hannetons, les pucerons. Tout ce qui est hérissons qui consomment les limaces, les hannetons et les chenilles, ou encore les mésanges qui sont grosses consommatrices de carpocaps, ou encore les rapaces qui vont consommer les mulots. Donc là, je vous ai présenté un peu les différents auxiliaires, mais en chiffres, vous allez me dire quel est l'impact de ces auxiliaires. Pour une larve de coccinelle, c'est 30 pucerons par jour de consommer, c'est-à-dire 600 à 800 pucerons par larve. Donc une femelle coccinelle, elle va pondre 100 à 400 œufs. Donc pour voir un peu le nombre de pucerons qui peuvent être régulés par les coccinelles. Là, pour les observer, au final, au-delà de l'adulte, c'est bien les larves qu'on peut rechercher ou encore les œufs de coccinelle. Autre auxiliaire, vous avez les cirfes, donc qui sont bien reconnaissables avec leur vol bien caractéristique qui stagne un peu au-dessus de parcelles ou de bandes fleuries ou à côté des haies où elles sont fortement présentes. Elles vont pondre, une femelle va pondre de 2000 à 4500 œufs. C'est 250 à 700 pucerons qui sont consommés par une larve, sachant qu'il y a beaucoup d'œufs qui vont jusqu'au stade larvaire. Pour certains cirques, c'est même 1000 pucerons qui peuvent être consommés par une larve. Donc là, pareil, pour les reconnaître, il y a les adultes que vous pouvez observer assez facilement. Sinon, c'est être attentif dans vos parcelles à chercher les larves de cirque. Sinon, les œufs qui ressemblent un peu à un grain de riz blanc qui est tout petit, que vous pouvez aussi rechercher. Autre auxiliaire, les chrysopes. Donc là, vous avez les adultes et les larves qui consomment des pucerons. C'est jusqu'à 30 pucerons par jour et plus de 1000 pucerons pour une femelle chrysope. Donc les chrysopes adultes, vous les verrez peu actifs dans la journée. Elles vont plus se déplacer à la tombée de la nuit. Dans la journée, avec un filet, vous pouvez les observer près d'une haie, justement. Elles s'abritent lors de la journée au niveau des haies. Donc avec un filet, vous pouvez les attraper à ce moment-là. Dans la parcelle, ce que vous pouvez observer, c'est les larves ou alors chercher les œufs qui sont accrochés à un pédoncule. Les parasitoïdes, elles pondent de 100 à 500 œufs. Donc les parasitoïdes vont pondre leurs œufs dans les ravageurs, notamment les pucerons. Donc si c'est 100 à 500 œufs, c'est 100 à 500 pucerons qui sont parasités. Sachant que leur cycle est assez court, 15 jours, et donc il y a plusieurs générations qui vont se suivre. Comment les reconnaître? Déjà, vous pouvez observer leur effet ou vous pouvez observer sur vos cultures les pucerons qui sont parasités avec un trou. Ça correspond à la sortie de la larve. Sinon, avec un filet, pareil, vous pouvez attraper des toutes petites mouches, on va dire, qui en fait sont des parasitoïdes. Les carabes, eux, ils ingèrent jusqu'à 3 fois leur poids par jour et ils vont consommer jusqu'à 125 pucerons ou 6 limaces par jour. Vous allez les retrouver, donc je vous l'ai dit, près des haies
Et ces carabes vont avoir la possibilité d'aller jusqu'à 75 mètres dans la culture. C'est pour ça que souvent, on conseille aussi d'avoir une infrastructure agroécologique tous les 75 mètres pour justement favoriser ce déplacement des carabes. Donc, vous l'aurez bien compris, les haies, c'est une source d'alimentation, de refuge, de nidification. Les effets sur la biodiversité, ils vont fortement être amplifiés si vous avez d'autres infrastructures qui les relient, telles que des bandes herbacées, des bandes fleuries, des murets, des talus et des fossés. Lorsque la haie est conduite et haute, avec 3 strates, arborée, arbustive et herbacée, et que le réseau bocager il est assez dense, au final, c'est les relations entre les espèces végétales et animales, elles vont se complexifier, que ce soit prédation, symbiose, parasitisme, et c'est cette complexité qui va permettre des relations entre les espèces assez équilibrées et permettre notamment la régulation, la prolifération de certains ravageurs de cultures ou d'espèces exotiques. Pour la suite, je vais laisser ma collègue Lucie Tallier, qui est conseillère et qui s'occupe notamment des haies. Donc, je vais vous présenter les différents types de haies. Donc, il existe voilà, schématiquement beaucoup de types de haies assez différents. Donc, les alignements d'arbres avec ou sans strates en taillis, en essence buissonnante, ou juste des alignements d'arbres sans continuité. Donc ça, c'est un peu ce qu'on trouve schématiquement. Et sur le terrain, voilà quelques photos de ce qu'on peut retrouver dans nos paysages avec différentes essences, différentes hauteurs d'arbres, donc des arbres de Auger, du taillis, des buissonnants, des arbustes, ou voilà, des reliquats d'anciennes haies comme les arbres isolés, les très vieux chênes. On a une plaquette qui est disponible, qui a été réalisée en collaboration avec la Chambre, la SIG Berry Énergie Bocage et Adéfi Bois Berry, qui présente justement ces différents types de haies, donc ils peuvent avoir différents noms, mais globalement, voilà ce qui existe, avec leur potentiel productif associé à chaque fois. Et aussi, à la fin de cette plaquette, vous avez les différentes essences locales qu'on peut retrouver dans nos haies. Cette plaquette est disponible au téléchargement sur le site d'Adéfi Bois Berry via le lien indiqué ci-dessous. Donc une haie, voilà, on parle beaucoup de biodiversité, mais ça peut aussi permettre de produire différentes choses, du bois, donc que ce soit du bois d'or avec les essences, les arbres de Auger, du bois énergie, mais aussi on peut produire des piquets en fonction de comment on conduit sa haie. Si on recèpe, voilà, produire des piquets pour faire des barrières. Si on choisit des essences fruitières, on peut aussi avoir une production de fruits, mais aussi broyer voilà, au moment de l'entretien pour faire de la litière, ou aussi voilà, récolter pour avoir du fourrage en cas pour l'élevage. Donc, pour concevoir sa haie, il faut voilà, déjà choisir ses essences. Le choix des essences va dépendre principalement du sol qu'on va trouver, mais aussi du coup des objectifs qu'on va fixer, que ce soit l'aspect productif ou aussi, voilà, ça peut être plusieurs objectifs à la fois, l'aspect paysager, l'aspect brisement, ou tout ce qu'on a présenté par avant. Et donc tout ça va conditionner les essences qui seront adaptées ou non à notre projet. Ci-dessous, un exemple de schéma de haie qu'on propose régulièrement, voilà, qui est un peu type. Donc on va avoir une double ligne en quinconce avec des arbres tous les 2 mètres et une alternance des 4 grands types de ligneux, donc les arbres de Auger, les grands arbustes, les petits arbustes et les buissonnants, ce qui va créer du coup une haie multistrate qui va favoriser la biodiversité. Dans la conception de la haie, il faut aussi penser à son calendrier de plantation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel ordre? Donc, ce qui est très important, c'est de préparer son sol, ce qui va permettre au plant, à l'arbre, en fait, de bien se développer par la suite. Donc, cette préparation se fait à l'été.
voilà, en 2 étapes, sous-cellage puis préparation plus fine, fin d'été à l'automne. Ensuite, on met en place le paillage donc, avant la plantation, quelques semaines avant, pour bien éviter que les mauvaises herbes repoussent et favoriser du coup le plant et son développement. La plantation se fait à l'hiver, entre début novembre et fin février, hors jour de gel. Il faudra bien poser les protections en même temps, les agrafer au tuteur pour éviter que donc elles soient enlevées par le vent et que le gibier les arrache. Donc c'est vraiment très important de protéger ces plants aujourd'hui. On a des problématiques voilà, de gibier de plus en plus marquées dans nos territoires. Et du coup, il faudra bien aussi aller vérifier voilà, régulièrement que les protections sont toujours en place, voir s'il y a besoin d'arroser et faire de l'entretien pendant les 2 ans après l'implantation, parce que le plant, voilà, on a aussi la problématique avec le changement climatique, en plus du gibier, donc il faut être très vigilant et passer voir sa plantation régulièrement. Donc une rapide estimation des coûts pour un arbre, donc c'est des coûts voilà, estimatifs pour un arbre, que ce soit du coup de la préparation du sol jusqu'à la mise en place des fournitures, voilà, et ce qui comprend les fournitures, on est entre 5 à 15 euros pour un arbre, avec un plan de 40 à 60 cm. Parce qu'en fait, on conseille de planter un plan plutôt de petite taille pour qui aura plus de facilité à se développer et à reprendre place dans le sol. Quelques aspects réglementaires. Donc, il faudra faire attention au moment de la plantation et de la conception du projet à la limite de propriété. Voilà, déjà en discuter avec vos voisins, mais aussi bien prendre en compte ce qui est dit dans la réglementation, à savoir que si on plante un arbre qui aura une hauteur supérieure à 2 mètres une fois adulte, il faudra bien planter au minimum à 2 mètres de la limite de propriété. Et si on plante un arbre ou un arbuste donc, qui aura à l'âge adulte une hauteur inférieure à 2 mètres, planter au minimum à 50 cm de la limite, sachant que voilà, il est conseillé de laisser assez d'espace, au minimum 1 mètre, 1 mètre 5 pour faciliter l'entretien aussi derrière. Pour la période d'entretien, donc je détaillerai ensuite, on a une interdiction du 1er avril au 31 juillet pour l'entretien. Donc la coupe de la haie. Et donc on a aussi une obligation de replanter. Donc si la haie doit être arrachée ou voilà, s'il y a ce type de souci, il faudra obligatoirement replanter soit au même endroit, soit une longueur équivalente à un autre endroit sur votre propriété. Donc, en ce qui concerne le calendrier d'intervention sur la haie, en fait, on conseille d'intervenir sur la haie de début octobre à mi-mars. Pourquoi on conseille ça et pourquoi il y a cette interdiction? C'est en fait par rapport aux espèces qu'on va retrouver dans la haie. Donc, c'est une haie habitée, donc il faut intervenir hors période de nidification pour éviter d'endommager la vie faune et voilà, hors floraison aussi. Donc voilà pourquoi respecter ces dates. Donc ici, il y a un autre calendrier qui est disponible voilà, pour visuellement voir quand intervenir et quel type d'impact il peut y avoir. Ensuite, donc, je vais vous présenter quelques aides rapidement. Donc, sur le département, il y a 2 pays qui proposent des programmes de plantation. Le pays Castelroussin et le pays d'Issoudun. Dans les 2 cas, vous êtes aidé à 80% pour la plantation, donc ce qui comprend le paillage, les protections et les plants. Et c'est à vous de planter la plantation derrière. Il n'y a pas de limite de longueur ou de nombre de plants. Contrairement au plan de relance, voilà, qui a le même taux d'aide, mais comme on le verra plus tard, il y a quelques conditions d'éligibilité supplémentaires. Et enfin, une aide à venir qui n'est pas encore développée dans notre région, c'est le label E, donc avec le label bas carbone. Donc, quelques précisions sur le programme Plantons des haies. Donc à savoir qu'au niveau national, ça représente un budget de 50 millions d'euros avec un objectif de planter 7000 km ou plus de haies sur tout le territoire. En région Centre-Val de Loire, ça représente un budget de 4,9 millions d'euros pour
à la fois planter des haies et des projets agroforestiers, mais ça comprend aussi du coup toute l'animation technique pour le conseil individuel, que ce soit pour la plantation des haies ou l'animation collective autour des haies et de l'agroforesterie. Donc, la mesure du plan de relance, c'est 80% d'aide sur les coûts hors taxes, avec un minimum d'aide de 3 300 € hors taxes. Ça veut dire que votre projet doit représenter au minimum 4 125 € hors taxes, ce qui correspond environ à 500 mètres de haies au minimum. Dans les coûts éligibles, vous avez bien le paillage, les plants, la main-d'œuvre, donc préparation du sol, plantation, si vous avez un prestataire, et les protections. Seulement les protections individuelles. Pour les dépôts de dossiers, ça se fait auprès de la DDT de chaque département. Il y a 3 périodes d'appel à projet pour l'année 2021. Une qui s'est finie le 30 avril, une qui court depuis le 3 mai qui se finit le 30 juin, et une dernière qui aura lieu à l'automne pour laquelle on n'a pas encore les dates. Donc, en région Centre-Val de Loire, le financement du plan de relance va passer par le programme de développement rural. Donc, c'est la DRAF qui gère ça. C'est un dossier PCAE, donc avec la mesure 4.4, accompagner l'investissement non productif, favorisant la qualité de l'eau et la biodiversité dans le secteur agricole. Les différentes étapes pour déposer un dossier, c'est d'abord de compléter le dossier de demande d'aide, de faire le dépôt auprès de la DDT, qui va vous envoyer un accusé de réception du dossier complet. C'est seulement à partir de ce moment-là que vous pourrez signer des devis et commencer à engager des dépenses, sachant que vous aurez la réponse, donc après l'instruction du dossier par la DDT, vous aurez la notification, savoir si votre aide est acceptée ou non. Et à partir de ce moment-là, vous aurez donc 1 an pour planter. Sachant que c'est possible de faire un avenant si jamais voilà, il y aura une problématique peut-être avec les pépinières, savoir si les plants sont disponibles, s'il y a des problèmes climatiques, etc. Il y aura la possibilité de faire un avenant. Donc l'accompagnement proposé par la Chambre d'agriculture, donc c'est un accompagnement à la fois technique, donc avec une visite sur votre exploitation pour concevoir votre projet, et un accompagnement administratif pour compléter le dossier de demande d'aide, vous fournir si besoin des listes de prestataires ou de pépinières, ou vous aider dans les demandes de devis. Pour cet accompagnement, on signera donc une convention entre l'agriculteur et la Chambre d'agriculture, et l'accompagnement sera totalement pris en charge par les aides du plan de relance. Ici, j'ai remis donc, les liens d'accès pour télécharger le dossier de demande d'aide et le cahier des charges de la mesure. Vous avez aussi une page sur le site internet de la Chambre de l'Indre qui répertorie donc, tous les liens et les informations générales sur la mesure plantant des haies, ainsi que mon contact. Si jamais vous avez besoin de plus de questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, nous sommes arrivés au bout, donc merci pour votre participation.